Il a défié la mort, bâti un empire et incarné la ténacité américaine. Mais derrière le regard glacial de Clint Eastwood se cache une histoire plus incroyable que la fiction. Il a survécu à un crash d'avion et nagé dans des eaux infestées de requins. Il a caché des familles entières au public pendant des décennies. Et la vérité? Il ignore peut-être même le nombre exact de ses enfants. Entre une célébrité soudaine, des liaisons secrètes et des disparitions qui ont alimenté les rumeurs de sa mort, Clint Eastwood est loin d'être le cowboy modèle que vous croyez connaître. C'est une légende vivante, mais si la véritable histoire, celle qu'Hollywood vous cache, était encore plus dramatique que les films qui l'ont rendu célèbre. Restez avec nous, car le dénouement de sa vie pourrait bien être le plus surprenant. Clint Eastwood n'est pas simplement venu au monde, il a fait une entrée remarquée. Né le 30 et 1 mai 1930 à l'hôpital St. Francis de San Francisco, le nouveau-né pesait un poids impressionnant de 5 kg. Les infirmières étaient stupéfaites. On le surnomme Samson en référence au héros biblique, signe précoce que Clint ne serait pas un garçon ordinaire, mais la force seule ne lui faciliterait pas la vie. Ses parents, Clinton Sr. et Ruth Eastwood, étaient issus d'un milieu ouvrier, leurs racines remontant à l'Angleterre, l'Écosse, les Pays-Bas et même à un passager du Mayflower. Pourtant, à la naissance de Clint, le rêve américain était en train de s'effondrer. La Grande Dépression avait plongé des millions de personnes dans la précarité et les Eastwood n'y faisaient pas exception. Le père de Clint peinait à trouver du travail, enchaînant les emplois, d'abord vendeur, puis ouvrier d'usine, et même brièvement détective à San Francisco. Il saisissait les opportunités qui se présentaient. Résultat, Clint a passé son enfance à déménager sans cesse, sans jamais s'installer durablement dans une même ville. San Francisco, Sacramento, Reading, Spokane, puis retour en Californie. Ces déménagements n'étaient pas seulement contraignants, ils étaient déstabilisants. Clint n'a jamais eu l'occasion de se poser, de nouer des amitiés durables, ni de se sentir vraiment chez lui. Cette instabilité constante l'a façonné. Il est devenu réservé, observateur et dur, des traits de caractère qui deviendront plus tard sa marque de fabrique à l'écran. Mais ces épreuves étaient forgées dans la réalité, pas dans des scénarios hollywoodiens. En 1940, la situation changea enfin. Les Eastwood s'installèrent à Piedmont, une banlieue huppée de la baie de San Francisco, où le père de ce dernier trouva un emploi stable à la Georgia Pacific Company. Du jour au lendemain, ils n'avaient plus à se débrouiller seuls. Ils possédaient une belle maison, une piscine et étaient membres d'un club de golf, symbole de réussite sociale qui, en apparence, donne à la vie de Clint des allures de conte de fées. Mais Clint n'avait jamais correspondu à l'image du jeune homme bien sous tous rapports, membre d'un club de golf. Les études ne l'intéressaient pas et il ne voyait pas l'intérêt de suivre les règles. L'école l'ennuyait et les figures d'autorité l'agaçaient. Il a redoublé au collège et a dû suivre des cours d'été pour rattraper son retard. Puis vint le lycée et c'est là que tout a dérapé. Clint n'était pas seulement provocateur, il était audacieux. Il a vandalisé les locaux de l'école avec des graffitis obscènes, allant même jusqu'à installer une effigie enflammée sur la pelouse. C'en fut trop. Le lycée Piedmont l'a renvoyé. Du jour au lendemain, la vie stable et sans histoire qu'il commençait à peine à connaître s'est effondrée. Il s'inscrivit au lycée technique d'Oakland, mais le même scénario se répéta. Les professeurs décelaient chez lui des éclairs de talent, notamment au théâtre, mais Clint ne s'intéressait pas aux cours d'art dramatique. Ce qui le fascinait, c'étaient les moteurs, la musique, les filles et la liberté. Il s'isolait déjà du bruit ambiant et se consacrait à une vie bien loin du système. Il ne courait pas encore après la gloire, mais il fuyait déjà quelque chose, et la suite allait l'entraîner sur un chemin qu'il n'aurait jamais pu prévoir.
Après son expulsion du lycée Piedmont, Clint Eastwood eut une seconde chance avec le lycée technique d'Oakland, un établissement plus rude, fréquenté par les classes populaires, sans le prestige ni l'élégance de Piedmont. Mais que Clint s'en fichait. Il ne recherchait pas le prestige, il recherchait la vitesse, le bruit et la liberté. À Oakland Tech, certains professeurs ont décelé son potentiel. Ils ont essayé de l'encourager à jouer dans les pièces de théâtre de l'école, percevant déjà en lui une présence qui attirait l'attention. Mais Clint n'avait aucun intérêt pour les projecteurs. Pour lui, la performance n'était pas devant un public. C'était derrière un piano, dans un garage ou au volant d'une voiture de sport. Il passait des heures à refaire des moteurs, à dévaler les routes de campagne et à s'exercer au piano jusqu'à ce que ses doigts saignent. Un ami se souvient l'avoir vu jouer, jusqu'à ce que ses articulations craquent, animé non par l'ambition, mais par l'obsession. Il aurait pu être un grand athlète, peut-être au basket. Mais Clint préférait les activités solitaires. Le tennis, le golf, la musique, les machines, les choses qu'il pouvait contrôler, les choses qui ne lui répondaient pas. Et l'école, c'était facultatif. Les documents officiels sont flous, mais la plupart des gens pensent que Clint n'a jamais obtenu son diplôme. Selon son ami de longue date, Fritz Mines, Clint a simplement cessé d'aller à l'école un jour et n'y est jamais retourné. Au lieu de cela, il a dormi chez des amis, squatté des chambres d'amis et erré sans but précis, sans direction claire, sans grand rêve, juste un instinct brut et la conviction que quelque chose finirait par se produire. Et puis, c'est arrivé. En 1951, la guerre de Corée faisait rage et les États-Unis firent appel à Clint. Il fut enrôlé dans l'armée américaine, mais au lieu du champ de bataille, il atterrit à Fort Ord, en Californie, un poste aussi sûr qu'un soldat puisse l'espérer. Son rôle? Moniteur de natation, un poste confortable qui lui permettait de garder son bronzage, de rester actif et loin des zones de combat. Mais le destin n'allait pas le laisser s'en tirer aussi facilement. Le 30 septembre 1950, Clint rentrait à sa base à bord d'un avion militaire en autostop depuis Seattle. Ce vol aurait dû être de routine. Il ne l'était pas. Quelques minutes seulement après le décollage, l'avion a rencontré de mauvaises conditions météorologiques. La visibilité a chuté. De fortes turbulences ont secoué la cabine. Puis, la situation a empiré. La porte arrière de l'appareil s'ouvrit brusquement en plein vol. Clint et le pilote parvinrent à la refermer avec des cordes de parachute, mais la situation ne cessa de se dégrader. Le radio tomba en panne. Le système d'oxygène s'est arrêté. Et puis, l'impensable, plus de carburant. Au large des côtes californiennes, dans le brouillard glacial du Pacifique, le pilote a été contraint d'amérir. Passe de GPS, pas d'équipe de secours. Rien ne garantissait leur survie dans les 5 minutes qui allaient suivre. Clint parvint à gonfler un radeau de sauvetage, mais une vague scélérate le fit chavirer et le projeta à l'eau. Il se mit à nager, transi de fraude, désorienté et en proie à des hallucinations. On estime qu'il a nagé plus de 3 kilomètres dans des eaux sombres et glaciales, entouré de requins, pour atteindre la terre ferme. Des heures plus tard, il a accosté sur une plage rocailleuse et a réussi à rejoindre une station de radio RCA isolée. Il était pieds nus, trempé et à moitié délirant, mais vivante. Le pilote aussi. Ce moment où il a failli se noyer, disparaître sous les flots, ne l'a jamais quitté. Des années plus tard, lorsqu'il a joué dans l'évasion d'Alcatraz, les critiques ont salué le réalisme de ces scènes dans la baie glacée. Ce qu'ils ignoraient, il avait déjà survécu à bien pire. Mais le plus incroyable, ce n'était même pas la dernière fois que Clint Eastwood échappait à la mort. Après avoir miraculeusement survécu à un crash d'avion, la plupart des gens auraient levé le pied. Clint Eastwood a fait tout le contraire. De retour sur la terre ferme, il a repris ses petits boulots pour joindre les deux bouts,
bûcheron en Oregon, pompiste, pianiste ragtime dans les bars d'Oakland. À un moment donné, il a même travaillé dans une usine de pâte à papier. Des débuts peu glamour, certes, mais cette ténacité brute, cette force du travail, elle l'a marqué à jamais. Puis, un événement imprévu s'est produit. Un ami a invité Clint à une soirée à Malibu où un assistant de casting était justement à la recherche de nouveaux talents. Ils avaient décelé quelque chose chez Clint. Sa grande taille, son allure saisissante, cette intensité silencieuse. Rapidement, il obtint un rendez-vous avec Universal et décrocha un contrat. Mais le métier d'acteur, il viendrait plus tard. D'abord, il fut cantonné à des rôles de figurant, un simple faire-valoir avec une mâchoire carrée et un regard d'acier. En 1959, après quelques rôles oubliables, Clint décrocha son premier grand rôle, celui de Rowdy Yates dans la série télévisée Rawhide. Le succès fut immédiat et Clint devint soudainement un visage familier pour tous les Américains. Mais ce n'est pas Rawhide qui a fait de lui une star. Loin de là, ce moment est survenu à des milliers de kilomètres de là, en Italie. Le réalisateur Sergio Leone était en train de créer un western réaliste et novateur. Il lui fallait quelqu'un qui ait l'air dangereux sans dire un mot. Clint était parfait. Une poignée de dollars, puis quelques autres. Et puis, les bonnes, la brute et le truand. Il présenta au monde l'homme sans nom, l'anti-héros au regard perçant, à la voix traînante et à la gâchette facile. Ce n'était pas de simples westerns, c'était une révolution. Eastwood était passé de figurant à icône mondiale, sans jamais vraiment changer qui il était. Mais au moment même où il accédait au statut de star, ses films allaient prendre un tournant plus sombre et plus dangereux. Et la réalité allait bientôt les rattraper plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. Dans les années 1970, Clint Eastwood n'était plus seulement un cowboy. Il était devenu une véritable justice à lui tout seul. Dan's Dirty Harry, il incarnait l'inspecteur Harry Callahan, un flic de San Francisco qui ne respectait pas les règles et ne s'en excusait pas. Le rôle fut un succès retentissant, un véritable phénomène culturel. Soudain, Eastwood n'était plus seulement une star. Il était un symbole de force, de vengeance, de l'Américain qui agissait en conséquence, quel qu'en soit le prix. Les critiques l'ont jugé dangereux. Les fans en redemandaient. Clint était en train de réinventer les règles du cinéma. La tragédie se tramait en coulisses. Lors du tournage de La Sanction de Liger en 1975, l'équipe de Clint avait besoin des dernières prises pour une dangereuse séquence d'escalade. Deux alpinistes chevronnés, David Knowles et Mike Hoover, furent engagés. Les images ont été enregistrées. Le travail semblait terminé. Puis, la catastrophe. Un éboulement rocheux s'est produit sans prévenir. Knowles a été tué sur le coup. Hoover a été grièvement blessé. La scène était horrible, et un fait glaçant la rendait encore plus insoutenable. Cette scène précise avait été mise en scène et filmée quelques jours auparavant. Cette fois, c'était bien réel. Clint était anéanti, rongé par la culpabilité. Il a failli tout arrêter pendant le tournage. Mais son équipe l'a convaincu de terminer le film pour honorer la vie et l'œuvre de l'homme qu'ils avaient interrompu. Ce n'était pas la première fois qu'Eastwood s'en sortait indemne. Mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement de survie, il s'agissait de responsabilité. Et de ce poids, il ne le quitta plus. Parallèlement, Clint continuait de faire étalage de son talent comique dans ses films déjantés. Il donnait la réplique à un orang-outan nommé Clyde. Étrangement, seul Clint pouvait passer avec autant d'aisance de scènes de mort au sommet d'une montagne à des bagarres de bar avec un singe. Et il continuait de captiver son public. Mais derrière l'action et les rires, quelque chose changeait. Ses personnages s'assombrissaient tantôt. Plus complexe, moins à toute épreuve. Et ce qui suivit n'était pas qu'un simple changement de ton. Ce fut une confrontation,
Une confrontation qui allait forcer Clint à affronter non seulement les méchants à l'écran, mais aussi ses propres démons. À la fin des années 80, Clint Eastwood n'était plus seulement une star de films d'action. Il devenait plus dangereux, introspectif. Les durs à cuire qu'il incarnait étaient toujours armés jusqu'aux dents. Mais désormais, il portait aussi des cicatrices émotionnelles. Dan's Firefox. Il était un pilote de chasse souffrant de stress post-traumatique. Dan's Tightrope. Un détective hanté non seulement par un tueur, mais aussi par ses propres démons. Ces personnages ont commencé à faire des erreurs, à exprimer des regrets, à saigner, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Et derrière la caméra, Clint évoluait encore plus vite. Il a commencé à réaliser avec une vision plus précise, délaissant le vernis hollywoodien pour une narration brute. Il a pris le contrôle créatif de son œuvre, et cela a porté ses fruits de manière indéniable. En 1992, Impitoyable est sorti en salle, et cela a bouleversé le genre. Clint est revenu au western, mais cette fois, pas dans le rôle d'un hors-la-loi intrépide. Il incarnait William Money, un homme brisé au passé violent, replongé dans les ténèbres mêmes qu'il avait tenté de fuir. Ce n'était pas un fantasme de puissance. Ce fut une prise de conscience brutale. Le film a stupéfié les critiques. Il ne glorifiait pas le Far West. Ça l'a complètement anéanti. Pour la première fois, un film de Clint Eastwood ne s'est pas terminé par un sourire en coin. Il s'est terminé dans le silence. Ce silence lui valut 2 Oscars, celui du meilleur réalisateur et celui du meilleur film, mais il n'en avait pas fini. Dans $1 Million Baby 2004, Clint interprétait un entraîneur de boxe épuisé, prisonnier d'une profonde souffrance. Le film prenait une tournure bouleversante, abordant les thèmes de la perte, de la loyauté et d'un chagrin d'amour que Hollywood évite généralement. Les critiques l'ont qualifié de chef-d'œuvre. Il a remporté 4 Oscars, puis 20 Gran Torino, où Clint interpréta Walt Kowalski, un vétéran raciste et endurci par la guerre, forcé d'affronter tout ce qu'il déteste chez les autres et en lui-même. Ce n'était pas un retour en force. C'était un avertissement lancé par un homme qui n'avait plus rien à prouver, mais tout à dire. Même les titres semblaient plus lourds de sens. Mystic River, Letters d'Iwo Jima, L'échange. Ce n'étaient pas des films à grand spectacle. C'étaient des histoires de deuil, de morale, d'échec et de vérité. Clint ne se contentait plus de jouer la comédie. Il utilisait le cinéma pour explorer des problématiques plus profondes. Regrets, culpabilité, héritage. Mais tandis que les personnages s'assombrissaient, la vie de Clint prenait elle aussi une tournure plus sombre. Derrière les portes closes, les fantômes n'étaient pas que des figures de fiction. Et ce qui allait suivre allait exposer son intimité au grand jour. Clint Eastwood a bâti sa carrière en incarnant des hommes qui ne respectaient pas les règles. Et hors des plateaux de tournage, ce trait de caractère le suivait dans sa vie privée. Il a épousé sa première femme, Maggie Johnson, en 1953. Sur le papier, tout semblait annoncer le début d'une vie américaine paisible et sans histoire. Mais en quelques mois, Clint enchaînait déjà les liaisons, certaines éphémères, d'autres bouleversantes. Et, fidèle à son habitude, Eastwood a dissimulé les conséquences de cette liaison pendant des décennies. Le premier secret? Une fille, Laurie Murray, née d'une aventure durant ses débuts à Hollywood. Elle a été discrètement placée en adoption à l'insu même de Clint. Pendant près de 30 ans, elle a vécu sans savoir qui était son père biologique. Puis, dans les années 1990, elle a engagé un détective privé, a découvert la vérité et a pris contact avec lui. À sa grande surprise, Clint l'accueillit chaleureusement. Mais une question demeure. Ignorait-il vraiment tout? Ou avait-il choisi de fermer les yeux? Ce ne serait pas la dernière fois qu'un enfant caché émergerait de l'ombre de Clint Eastwood.
Alors qu'il était encore marié à Maggie, Clint a entretenu une relation de 14 ans avec la cascadeuse Roxanne Tunis. De cette relation est née une autre fille, Kimber Eastwood. Dans un premier temps, Clint a nié être le père. Plus tard, il a avoué. Et Kimber, elle a parlé ouvertement du bouleversement émotionnel qu'a été son enfance en tant qu'enfant caché de Clint, allant même jusqu'à supplier publiquement pour une relation plus étroite avec lui. À mesure que d'autres secrets étaient révélés, d'autres enfants apparaissaient. Au final, il est confirmé qu'Eastwood a eu 8 enfants avec 6 femmes différentes, un chiffre qui a surpris même ses fans de longue date lorsque l'affaire a été révélée. L'un des épisodes les plus explosifs concerne l'actrice Sandra Locke. Elle et Clint se sont rencontrés en 1972 sur le tournage de The Outlaw Josie Wales, et malgré leurs relations respectives, le courant est passé immédiatement. Ils emménagèrent ensemble et, pendant 10 ans, leur relation sembla solide et durable. Mais en privé, Locke décrivait une réalité bien plus sombre. Dans un procès retentissant qui fit les gros titres de la presse à scandale, à la fin des années 80, elle accusa Clint de l'avoir contrainte à subir plusieurs avortements, d'avoir manipulé sa carrière et d'avoir entretenu secrètement une double vie avec d'autres femmes durant leur relation. Elle a porté plainte pour fraude et pension alimentaire et a obtenu un accord, bien qu'elle ait par la suite affirmé que des promesses n'avaient pas été tenues. Pendant que ce drame se déroulait sous les feux des projecteurs, Clint avait déjà eu 2 autres enfants, Scott et Catherine, avec l'hôtesse de l'air Jocelyn Reeves. Cette relation est restée totalement secrète. Les actes de naissance mentionnaient un père inconnu. Des années plus tard, lorsque la vérité a éclaté, l'affaire a de nouveau fait les gros titres. Scott Eastwood, devenu lui-même acteur, s'est confié sur leur lien atypique. Il affirme que Clint ne lui a rien offert, ni passe droite, ni favor. Juste une leçon d'autodiscipline, d'éthique professionnelle et d'assiduité, même dans les moments difficiles. La relation importante suivante de Clint fut avec l'actrice Frances Fisher. Ils eurent une fille, Francesca, et semblaient avoir une relation plus douce et plus stable. Mais là encore, cela ne dura pas. Puis arriva Dina Ruiz, une présentatrice de télévision de 35 ans, sa cadette. Ils se sont mariés en 1996 et Clint semblait enfin avoir trouvé une vie rangée. Ils ont eu une fille, Morgan. Mais lorsque Dina a accepté de participer à une émission de télé-réalité, des tensions sont apparues au sein de leur couple. Clint, d'une nature très discrète, détestait cette exposition médiatique. Son mariage s'est effondré et a pris fin en 2013. Depuis, il vit une relation paisible avec Christina Sandra, hôtesse de restaurant. Une relation remarquablement discrète. Pas de tabloïds, pas de gros titres, juste la stabilité tranquille qu'il semble avoir recherchée toute sa vie. Et malgré tout, Clint a réussi un véritable tour de force. Préserver l'unité de sa famille recomposée et complexe. On l'a vu à des événements avec plusieurs de ses ex-compagnes, des enfants de mères différentes, et même ses petits-enfants. Riante, s'enlaçante, souriante. Ce n'est pas l'histoire lisse que Hollywood affectionne, mais c'est celle qu'a vécue Clint Eastwood. Et la suite a prouvé au monde entier que, même à un âge avancé, il avait encore un dernier rôle à jouer. Tandis qu'Hollywood suivait chacune de ses histoires d'amour et chacun de ses succès au box-office, Clint Eastwood bâtissait discrètement un empire, un film après l'autre. Aux yeux du public, il était l'anti-héros dur à cuire, un tireur d'élite. Mais en coulisses, Clint menait des opérations de grande envergure, des coups d'éclat que la plupart des gens n'avaient pas anticipés. Non pas dans les studios de cinéma, mais dans l'immobilier. Tout a commencé par un rêve, né durant son service militaire dans les années 1950. Un poste à Fort
horde. Clint s'évadait souvent à Carmel-by-the-Sea, une paisible ville côtière aux falaises escarpées et à l'air marin qui semblait à des années-lumière du chaos du monde. Il a dit un jour, je veux vivre ici. Des années plus tard, non seulement il s'y est installé, mais il a aussi acheté une immense propriété de style espagnol de 400 mètres carrés surplombant la côte, d'une valeur de plus de 20 millions de dollars. Mais pour Clint, il ne s'agissait pas seulement de posséder une demeure de luxe, il s'agissait de préserver un héritage. Prenons l'exemple de Mission Ranch. Dans les années 1980, lorsque des promoteurs ont menacé de raser un ranch historique près de chez lui, Clint est intervenu et a personnellement acheté le terrain pour 5 millions de dollars afin de le sauver de la démolition. La propriété était en ruine. Toits effondrés, plomberie détruite, histoire presque effacée. Mais Clint ne s'est pas contenté de la restaurer. Il lui a redonné vie. Il a travaillé avec des artisans pour préserver l'architecture d'origine. Les cheminées ont été reconstruites à la main. Les éléments anciens proviennent de tout le pays. Aujourd'hui, Mission Ranch est un hôtel-restaurant de luxe où paissent des moutons et où les couchers de soleil sont dignes de tableaux. Ce n'est pas qu'une simple propriété, c'est une véritable déclaration d'amour à sa terre natale. Mais ce n'était que le début. À Bel Air, Los Angeles, Clint possède une villa espagnole de 567 mètres carrés, un havre de paix derrière d'imposantes grilles. À Castle, en Californie, il est propriétaire du Rising River Ranch, un paradis de 445 hectares de collines ondulantes et d'espaces ouverts. Ici, pas de tapis rouge, pas de paparazzis, juste le silence et l'espace. À Sun Valley, dans l'Idaho, Clint a construit une maison de montagne de 557 mètres carrés, offrant une vue panoramique sur une nature sauvage et préservée. 5 chambres, des intérieurs artisanaux, un lac artificiel privé et une grange aménagée pour des réunions intimes. C'est le genre d'endroit que la plupart des célébrités louent pour une semaine. Clint, Louis, l'a fait construire pour y vivre à vie. Il y a aussi sa villa en bord de mer à Hawaï. C'est un lieu où Clint peut s'éclipser, surfer sur les vagues matinales et disparaître complètement des projecteurs. Mais son projet le plus audacieux est sans doute le Tahama Golf Club, un vaste complexe de 800 hectares situé aux portes de Carmel. Bien plus qu'un simple terrain de golf, c'est un sanctuaire réservé à ses membres, conçu pour fusionner nature, art et architecture. Clint a participé à la conception de tout, des fairways aux lustres. L'adhésion, limitée à 300 personnes seulement. Il ne s'agit pas simplement d'immobilier. C'est un univers privé créé par Eastwood. Pour lui, chaque propriété raconte une histoire différente. Les montagnes, la côte, le désert, le ranch, la mer, mais tous ces éléments renvoient à la même idée. Clint Eastwood a consacré sa vie à construire des lieux qu'il maîtrise, des espaces calmes, intimes et intemporels où aucun scénario ne peut en altérer le dénouement, tandis que le monde entier spéculait sur sa santé, son avenir et son héritage. Clint Eastwood écrivait déjà la suite de son histoire, loin des projecteurs, et de l'ombre de son empire, personne ne l'avait vu venir. À Hollywood, le silence est rare. Et quand une personnalité comme Clint Eastwood disparaît de la scène publique, les rumeurs ne se contentent pas de commencer. Elles explosent à August. Pendant plus de 450 jours, Clint Eastwood n'a pas été vu en public. Aucune interview, aucune apparition publique. Même pas une partie de golf. Pour un homme qui était autrefois partout, c'était comme s'il avait disparu. Des rumeurs commencèrent à circuler. Allait-il bien? S'était-il passé quelque chose? Pyre and Core. Clint Eastwood avait-il disparu? Les spéculations atteignirent leur paroxysme en 2023, lorsque même son fils, les tabloïds s'enflammèrent. Les fans paniquèrent.
Certains commencèrent même à publier des hommages, convaincus que le silence d'Eastwood signifiait que la fin était arrivée discrètement. Puis, il a refait surface. En avril 2024, Clint Eastwood a été photographié lors d'un événement de sensibilisation à la conservation, organisé par Jane Goodall en personne, dans sa ville natale de Carmel-by-the-Sea. Il n'était pas fragile. Il ne se cachait pas. Il souriait, arborait des cheveux plus longs, une barbe blanche fournie, et semblait avoir repris le contrôle de la situation. C'était un retour inattendu. Quelques semaines plus tard, il a été aperçu sur le tournage de Juror numéro 2, un thriller juridique qu'il a réalisé à l'âge de 94 ans. L'histoire suit un homme qui découvre qu'il pourrait être responsable du crime qu'il a été choisi pour juger. Sombre, psychologique, du pur Clint Eastwood. Mais cette fois-ci, derrière la caméra, il est sans doute encore plus impressionnant. Des photos prises sur le tournage en Géorgie montrent Eastwood pleinement investi, donnant des indications à des acteurs comme Nicholas Hoult et Toni Collette et imposant le respect par sa concentration tranquille. Ni canne, ni chaise, juste sa présence. En coulisses, Clint attribue sa santé à une chose simple, la discipline. Il suit un régime pauvre en graisse et riche en protéines, surveille son cholestérol et marche tous les jours. Il continue également à faire de la musculation, une routine qu'il a commencée il y a des décennies et qu'il a transmise à son fils, Scott. Ce mode de vie, c'est bien plus qu'une question de santé. C'est une assurance vie. Car Clint Eastwood ne veut pas seulement vivre plus longtemps, il veut aussi travailler plus longtemps. Réfléchissez plus incisivement, plus directement, plus profondément. Et lorsqu'il quittera enfin la caméra, il voudra que ce soit à ses conditions. Mais la vraie question n'est pas de savoir combien de temps Clint Eastwood continuera. C'est précisément ce qu'il essaie encore de dire. L'histoire de Clint Eastwood n'est pas seulement celle d'une star de cinéma. C'est le parcours d'un homme qui n'a jamais cessé d'évoluer, même lorsque le monde le suppliait de rester le même. D'un nouveau-né gigantesque surnommé Samson à une icône hollywoodienne ayant failli se noyer dans le Pacifique, ayant échappé à scandale sur scandale, enterré des amis, bâti des empires, et laissé un héritage aussi complexe que n'importe quel personnage qu'il ait incarné. Clint Eastwood n'a jamais suivi de scénario. Il a simplement vécu. Ses films ont redéfini la masculinité. Son silence est devenu plus assourdissant que les cris de la plupart des gens. Et au fil des décennies, une chose est devenue évidente. Clint n'a jamais voulu être un héros. Il voulait simplement dire la vérité, même quand elle était difficile à entendre. Qu'il s'agisse du pistolero tourmenté d'impitoyable, de l'entraîneur blessé de Million Dollar Baby, ou du vieux vétéran amer en quête de sens dans Gran Torino, chaque rôle était un reflet de lui-même. Non pas de celui qu'il prétendait être, mais de l'homme qu'il devenait. Un homme qui construisait des maisons non pour impressionner, mais pour s'évader. Un homme qui réalisait des films non pour la gloire, mais pour le pouvoir. Un homme qui a commis des erreurs, qui a eu des secrets et qui a survécu à presque tous ses détracteurs. Et aujourd'hui, à 94 ans, Clint Eastwood est toujours là, toujours actif. Il continue de créer. Il ne court pas après un chef-d'œuvre final. Il apporte discrètement les dernières touches à une vie que la plupart d'entre nous ne pourraient même pas imaginer. Pas parfait, pas lisse, mais authentique. Car peut-être que la plus grande performance de Clint Eastwood ne se déroulait pas à l'écran. Peut-être était-ce sa capacité à survivre à la tempête, encore et encore, et à s'en aller avec ce même regard serein qui avait tout déclenché. Si cette histoire vous a surpris ou surprise, si elle vous a permis de voir Clint Eastwood sous un tout nouveau jour, alors n'hésitez pas à liker. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus surpris. Et si vous voulez découvrir d'autres légendes et histoires inédites, abonnez-vous. Ce n'est que le début.